40% des employés en Europe estimaient que leur management était toxique en 2018. En 2022, c'est 35% des salariés français qui estimaient avoir été victimes de harcèlement au cours de leur carrière, avec une prévalence pour les moins de 35 ans et les femmes. La France est le pays le plus touché par les dépressions liées au travail. Le fait que les managers en France ne soient pas ou peu formés au cours de leur carrière concernant le management des équipes font qu'il y a des cas permanents de harcèlement et que l'ensemble du personnel est déprimé d'aller au travail. Le pire, c'est que ça touche l'ensemble des secteurs professionnels, que ce soit le secteur bancaire, des assurances, de la téléphonie, des médias, de l'armée, tout le monde est déprimé d'aller au travail. Alors qu'on y passe 8 heures par jour minimum. Bref, il est temps que ça change et c'est le but de cette chaîne. Salut, je m'appelle Camille, je suis coach en leadership et en management, ancienne capitaine de l'armée de terre et officier communication, et au cours de ma carrière, j'ai rencontré tellement de managers, les bons comme les mauvais, voici toutes les infos. Salut les leaders, aujourd'hui on discute des 8 compétences essentielles pour devenir un manager d'exception. Et c'est plus facile que tu crois. Si tu veux devenir un manager ou que tu l'es déjà, et que tu veux te former et changer le management actuel, je te conseille de t'abonner. La première compétence, c'est la prise de recul. Dans les situations de crise, évidemment, comme dans le quotidien. C'est la base pour tous les chefs. Il faut apprendre à prendre de la hauteur pour trouver des solutions adaptées, efficaces et rapides. Et surtout avoir 2-3 coups d'avance. Alors il est vrai que la prise de recul se joue énormément sur la maturité du manager et ses expériences passées, ce qui fait qu'il a plus d'adaptabilité sur son travail. En revanche, ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc pour travailler cette compétence, je vous propose 3 solutions. Premièrement, le mot d'ancrage. Quand vous vous sentez submergé par une situation, que ce soit un conflit ou une surcharge de travail, vous pouvez conditionner votre cerveau à avoir un mot d'ancrage pour que vous reveniez au calme. Par exemple, le mot zen. Vous pensez zen, 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 et vous imaginez par visualisation une scène avec de l'eau et une plage, par exemple. Cet ancrage permet au cerveau de reculer un petit peu sur la situation, de revenir au calme pour pouvoir revenir et analyser. Ensuite, vous pouvez jouer aux jeux vidéo. 1 à 2 heures maximum par semaine. Trop de jeux vidéo devient une addiction. Et je suis une gameuse avérée. Mais je suis désolée, les jeux vidéo, ça entraîne le cerveau, en particulier les jeux de stratégie. J'ai une énorme affection pour le jeu Age of Empires, voilà, j'ai grandi avec, j'ai toujours adoré, et c'est un jeu que je vous conseille. Tout ce qui est stratégie de gestion de ressources et humaine permet d'avoir une vision globale sur comment gérer une équipe. Enfin, pour la prise du recul, je vous conseille d'apprendre à sortir de vous-même. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un ou plusieurs personnes vont vous apporter leurs problèmes, ils vont vous apporter leur version de la réalité, pas la réalité brute. Ce qui fait que vous allez devoir analyser la situation avec du recul et de la justice. Pour cela, il y a une sorte de dissociation finalement où vous devez sortir de vos carcans personnels, vos opinions et vos affections personnelles et avoir votre casquette de manager afin de pouvoir être plus juste et garder une neutralité. La deuxième compétence à avoir, c'est l'analyse et la prise de décision. Une fois la phase d'analyse réalisée, faut pas que ça dure très longtemps non plus, le manager doit prendre des décisions sur le long terme. Il doit penser non seulement au projet de l'entreprise, parce qu'il est payé pour ça, et également à l'avenir de ses collègues, à comment ils vont se sentir tout au long du projet. Un collègue qui est heureux fait du meilleur travail, c'est logique. Donc, comment penser long terme et prendre des décisions? Le premier critère pour ça, c'est avoir des critères de prise de décision. Si vous êtes le CEO, pour chaque projet, vous devez en avoir. Si vous êtes le manager à un échelon inférieur, vous devez également en avoir. Pourquoi je privilégie tel projet? Sur quels critères? Est-ce qu'on privilégie le fait de garder telle feature ou pas? Tout ça, ça doit être codé. Deuxième point, s'assurer que toutes vos décisions sont logiques. Pour ça, il y a une technique, le fait de faire un arbre de décision. Vous partez d'un point A, vous prenez une décision, il se passe quoi après? Plusieurs options. Avec ces décisions-là, il se passe quoi? Plusieurs décisions. Et à chaque fois, vous commencez à avoir un arbre, une sorte de mind map, qui commence à se dessiner. Cette mind map, elle peut être décidée avec vos supérieurs ou directement avec le big boss. Vous pouvez aussi appeler un consultant expert dans le domaine. Ensuite, il faut définir un plan détaillé, étape par étape, semaine par semaine. Il faut quand même garder à l'esprit qu'on doit être capable de s'adapter semaine par semaine, en fonction des différents retours qu'on aura des KPI. Et enfin, quel que soit le niveau de hiérarchie dans lequel vous êtes dans votre entreprise, vous devez en informer vos équipes. Vous n'imaginez même pas le nombre d'informations qui ne redescendent pas et du coup, les projets sont moins bien réalisés. Faites descendre l'info. Autre chose, si vous êtes indécis dans la vie, vous avez le test de la pièce. Le test de la pièce, il est très révélateur pour une simple et bonne raison, vous avez forcément la réponse à votre question. Dès que vous lancez la pièce, vous avez choisi un côté. Si vous êtes déçu du côté que vous avez reçu, vous savez exactement quelle est votre réponse. Donc n'hésitez pas à toujours avoir une pièce sur vous. L'empathie et la bienveillance est une qualité nécessaire pour être un leader d'exception. Alors, je sais, c'est une notion que beaucoup de managers estiment être une faiblesse, ça ne l'est pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on manage une équipe, on manage des personnes, des gens, des humains, pas des robots. Enfin, du moins pas encore.
Aujourd'hui, on voit beaucoup de chefs manipulateurs et toxiques car ils ont reçu un enseignement de management qui était manipulateur et toxique, qui forment d'autres jeunes, etc., etc. Du coup, les jeunes actuellement, les jeunes managers j'entends, bien souvent font l'erreur de vouloir se venger de leur éducation parce qu'ils ont souffert et font payer les pots cassés à leurs équipes. Oui, mais moi de mon temps, je faisais pas autant d'histoires, ils savent pas ce que c'est. Puisque mon chef ne pense qu'à lui, je vais faire pareil. Et c'est un choix qui paye, hein, à court terme. Ces comportements-là font que du coup, vous avez un management pourri et des équipes pourries. Seulement, lorsque vous vous engagez sur cette voie-là, n'espérez pas rester avec une équipe qui vous apprécie et trouver un autre boulot ailleurs. Les gens parlent. Sachez quelque chose. La vraie compétence de quelqu'un se définit à la bienveillance et à l'empathie qu'il a envers son interlocuteur. Vous verrez rarement, très rarement, voir un chef compétent l'ouvrir devant tout le monde et faire le mailleul. Les vrais mon chefs, ils sont derrière dans l'ombre. Ils observent, ils guident. Ça, c'est une des vraies leçons que j'ai appris à l'armée avec des unités d'exception. En fait, vous devez voir votre position de manager comme le leader d'une barque sur une rivière. Vous devez diriger votre barque avec douceur et fermeté parfois pour garder le cap. La maîtrise de l'ego. Spoiler, tout le monde a un ego. Tu as un ego, il a un ego, j'ai un ego, on en a tous un. Et cet ego, il fera tout ce qu'il peut pour vous protéger de situations qu'il estime dangereuses. Et quand je dis des situations dangereuses, c'est votre attitude avec les gens, comment vous prenez les remarques, comment vous réagissez plus ou moins à des situations, et en plus, il est plus ou moins sensible en fonction de votre histoire personnelle. Je vous laisserai en lien un livre justement sur l'ego, il est très bien. En définitive, votre ego veut vous éloigner de tout ce qui provoque un inconfort. Que ce soit une personne, un travail, une situation, etc. Donc lorsqu'on a une situation de rejet, on peut légitimement se poser la question, est-ce que c'est moi qui réagis comme ça ou est-ce que c'est mon ego? La plupart du temps, c'est votre ego à 90%. En gros, tout ce que vous avez à dire, c'est ok, je le prends mal, j'ai compris pourquoi je le prenais mal, je bosserai dessus plus tard, là on va avancer sur la situation maintenant. Et une fois que la situation passe, que vous revenez chez vous, vous pouvez du coup commencer à travailler pourquoi vous avez mal pris cette remarque, etc. Attention à ne pas tomber dans les excès, à savoir le narcissisme, non c'est moi qui ai toujours raison, ou la victimisation, à savoir ok j'ai super tort. On essaie de rester mesuré. Lorsque vous êtes manager, vous êtes amené à gérer des équipes, et donc des êtres humains, donc des égos, et malheureusement, de la moralité. Je vais faire un petit disclaimer sur la moralité. La moralité d'un groupe social est assez difficile à définir en fonction du groupe. En revanche, il y a des basiques. Et en tant que manager, vous avez le devoir de faire respecter ces basiques. Tout ce qui concerne le sexisme, le racisme, la violence, les extrêmes, le harcèlement n'est pas tolérable en entreprise. Quelles que soient vos opinions personnelles, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes manager. Votre rôle, c'est faire garde-fou. Vous n'êtes pas là pour être aimé. Vous n'êtes pas là pour vous faire des potes. Votre rôle, c'est avoir une équipe saine. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un groupe social qui fait n'importe quoi dans une entreprise. Et attention, la plupart du temps, ça part de petites blagues. Vous devez être vigilant quant au début de harcèlement. Il est naturel pour les êtres humains de chercher les extrêmes et les limites. À l'armée, on appelle ça la limite droite, la limite gauche. Tu restes dans les clous, tout va bien, tu sors de la limite droite et la limite gauche, tu te prends un taquet. Vous devez être la personne qui recadre. On recadre verbalement, et après on prend des sanctions. C'est le rôle d'un manager. Soyez très très conscient du fait que si vous ne mettez pas des limites, ça partira probablement n'importe comment. Et en tant que manager, vous devez répondre de vos actes devant le chef d'entreprise au mieux ou devant un tribunal au pire. Donc soyez excessivement conscient que la moralité d'un groupe social dépend de comment son manager gère son équipe. La gestion des émotions en tant que manager est très importante parce qu'une fois encore, nous dirigeons des gens et non pas des robots. Vous avez des émotions, que vous le vouliez ou non, donc mieux vaut les accepter pour pouvoir bosser dessus et on passe à autre chose. C'est vrai que le fait d'apprendre à connaître les émotions et à les gérer, ça demande une certaine abnégation et un certain courage pour pouvoir se regarder dans le miroir. C'est d'ailleurs la plupart du temps pourquoi les gens refusent de faire une thérapie. Alors que la plupart du temps, ça va aller, hein, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, les gens font une montagne alors que ça va passer tout seul. Donc, pour apprendre à maîtriser ses émotions, il faut être ouvert au fait que vous en avez. Et oui, je suis désolée, vous n'êtes pas unique, et c'est très bien comme ça, vous serez jamais seul. Dans un deuxième temps, lire les 3 livres de développement personnel qui sont dans la description que je vous conseille. Et dans un troisième temps, ne pas tomber dans la manipulation et la dark psychologie. Et oui, on voit beaucoup ça sur internet, comme quoi il faut apprendre les émotions des gens pour pouvoir mieux les manipuler. Si vous décidez d'aller sur cette voie-là, vous allez perdre la confiance de votre équipe et autant vous dire que c'est irrécupérable. Tout se sait, tout se paie. Je pense que vous avez compris, si vous vous engagez sur la voie de la manipulation et de la dark psychologie, tout ce que vous gagnerez, c'est une solitude extrême. Mais une fois encore, c'est à vous de choisir. Et enfin, quatrième temps, être tolérant. Envers vous-même, déjà, puis envers les autres aussi. Vous n'êtes pas parfait, vous ne le serez jamais, hein. Ni vous, ni votre équipe, ni personne.
Au demeurant, la perfection, ça sert à rien. C'est immuable, ça ne bouge pas, ça ne change pas, ça n'évolue pas. On laisse tomber. La gestion des émotions, ça se passe pas en 3 mois. C'est-à-dire que ça commence maintenant et ce sera tout au long de votre vie. Vous saurez que vous maîtrisez totalement vos émotions lorsque vous arriverez à une sérénité et une paix absolue. Les bouddhistes appellent ça l'éveil. Bon courage. Quoi qu'il en soit, apprendre à maîtriser ses émotions vous apportera beaucoup plus de bonheur que ne rien faire du tout. Et en plus de ça, ça fera de vous un manager excellent. Ensuite, évidemment, la gestion des conflits. Alors ici, on a deux options. Soit vous êtes en conflit avec quelqu'un, soit c'est vos collègues qui sont en conflit entre eux. Dans la première des situations, c'est vous qui êtes en conflit avec quelqu'un. Donc spoiler, ne jamais s'énerver. Soyons clairs, vous vous énervez, vous perdez le conflit. Et croyez-moi, j'en ai vu des managers exploser devant leur équipe en pensant que ça réglerait le problème, ou tout simplement parce qu'ils avaient besoin d'évacuer de la tension. Et après, ça a empiré. C'était moche. Tout ce que vous gagnerez en vous énervant, c'est de perdre votre crédibilité, non seulement de vos collègues, mais également de votre boss, qui va avoir vent de votre coup d'éclat. Les gens parlent. Donc, restez calme, on respire et on analyse. Deuxième situation, vous devez gérer un conflit entre collègues. Et pour ça, il y a un certain comportement à adopter, ça se fait pas comme ça. Règle numéro 1, vous mettez la casquette médiateur et vous restez neutre, même si c'est vos amis qui sont en conflit. On sait très bien que tout le monde a un petit chouchou ou un ami. Votre devoir, c'est de rester neutre. Et on sort la plus belle poker face que vous ayez. Donc, comment on fait pour régler un conflit sur le moment? Vous restez factuel et vous vous focalisez sur les preuves. Il n'y a pas de place pour j'ai entendu dire que ou il paraît que. Si vous n'avez pas de preuves, il n'y a pas de dossier. Moi, je conseille à toutes mes équipes d'enregistrer l'intégralité des conversations, des mails, lorsqu'on est en conflit direct avec quelqu'un. Maintenant, c'est reconnu apparemment en France dans les tribunaux. Protégez votre équipe. Ah, je sais, hein, ça fera Black Mirror et ça mettra pas tout à fait tout le monde d'accord ce que je dis. Mais au bout d'un moment, quand vous avez été harcelé moralement, comme ça a été mon cas, on se protège. Et je conseille à tout le monde, manager compris. Ensuite, deuxième étape, écoutez les deux versions. Même si vous pensez connaître la vérité, laissez les deux parties s'exprimer. Souvent, la réalité est à peu près entre les deux. Je le rappelle, chacun a sa vérité. Dans tous les cas, les deux conversations devront être retranscrites à l'écrit. Et votre attitude en tant que manager et médiateur, c'est de poser des questions neutres et ouvertes. Peux-tu me dire comment tu as ressenti la situation? Comment as-tu fait pour gérer cette situation? Peux-tu m'expliquer ce qu'il s'est passé? Ce genre de questions où en fait il n'y a pas de ton accusateur. La plupart des conflits partent d'une incompréhension ou d'un quiproquo. C'est à ce moment-là que vous pouvez définir quel est le problème. Dans tous les cas, vous gardez votre calme. Parce que pendant que vous gérez ce conflit-là, il y a le reste de l'équipe qui vous voit gérer le conflit. Et donc, ils vont regarder comment ils vont se faire traiter par vous si jamais un autre conflit arrive. Bref, vous jouez votre réputation quoi. Que vous ayez un cœur de pierre ou une âme sensible. Le juste milieu, il se trouve dans la neutralité, dans la bienveillance et dans la justice après le verdict. Parce que oui, hein, vous y trompez pas. Une équipe qui ne voit pas une sanction tomber sur un salarié fautif se permettra probablement d'explorer les limites non acceptables, comme le harcèlement moral, et en plus de ça, vous perdrez votre crédibilité. La justice se trouve dans vos décisions. Vous n'êtes pas obligé d'être seul dans vos décisions si jamais le conflit est trop gros. Vous avez le devoir de remonter l'information aux autorités compétentes, à savoir votre RH et le CEO dans un premier temps. Et après, il faudra voir les différentes procédures à mettre en place. Dans tous les cas, pour gérer un conflit et garder son calme, petit truc de militaire, quand la tension monte, respirez un coup et concentrez-vous sur l'objectif. Votre objectif, c'est régler le problème, c'est pas une guerre d'ego. Votre rôle, c'est d'être un juge impartial. Si vous restez neutre et bienveillant, ça va aller. Voici une compétence importante du manager, à savoir la remise en question pertinente. En fonction de votre génération, de votre expérience, de votre maturité, de la manière dont vous avez été élevé, vous avez plus ou moins de difficultés à savoir vous remettre en question. Cette capacité de remise en question tombe souvent dans les extrêmes. On observe donc les managers qui refusent de se mettre en question car c'est les meilleurs, et tout le monde doit s'aligner devant leur opinion ou c'est la crise, sachant que c'est les premiers à rejeter la faute sur les autres et qui n'assument rien. Soit, à l'inverse, on observe les managers qui sont carpettes et qui, pour bien se faire voir, écoutent trop leurs équipes, se perdent dans les décisions inutiles et perdent la vision globale, et enfin, au final, explosent. Lorsqu'on est manager, on se doit bien évidemment d'écouter son équipe et d'être bienveillant. Vous n'avez pas le monopole sur toutes les spécialités. Écoutez donc la technique. Mais vous devez aussi considérer le fait que c'est vous qui avez la vision d'ensemble, vous qui prenez les décisions, et vous qui rendrez des comptes au boss. Donc écoutez-vous, écoutez vos équipes réellement, prenez les décisions associées. Les remises en question se doivent d'être effectuées avant chaque prise de décision. Et vous avez 3 questions à vous poser pour ça. Est-ce que j'ai oublié un élément? Est-ce que c'est une décision qui est logique? Et est-ce que c'est une décision qui est ajustable? Ajustable, à savoir adaptable avec le temps. Le fait de se remettre en question vous permettra d'avoir une vision un petit peu plus claire et surtout d'être conscient des risques que vous prenez. Petit aparté,
Votre équipe peut se vexer si vous leur demandez leur opinion et qu'ils ne voient pas changer les choses derrière selon leur vision. Une des façons de désamorcer ce problème, c'est de dire un truc du genre je vous demande de ne pas vous vexer si jamais vos apports ne sont pas pris en compte dans ma décision de manager, sachez que ça n'a rien de personnel. Comme ça permettra à votre équipe d'avoir une clôture dans la discussion que vous avez eue concernant le partage d'opinion. La remise en question, ça veut dire aussi que vous pouvez vous tromper. Et c'est là que votre ego fait jamais. Les meilleurs chefs que j'ai rencontrés en opération et en mission étaient les chefs qui étaient capables de dire je me suis trompé, on change de cap. Parce qu'une équipe sait reconnaître quand son chef est humble. Voici quelques situations où vous devez penser à vous remettre en question. Les résultats suivent pas malgré les efforts de l'équipe. Plusieurs personnes ont fait les mêmes retours. Coïncidence? Non. Vous sentez que l'ambiance de l'équipe se dégrade. Cherchez, il y a forcément un coupable. Qui est-ce? Admettre que quand vos décisions créent plus de problèmes qu'elles ne résolvent, faut changer. Bref, c'est tous ces indicateurs qui font qu'effectivement, il va falloir faire le point. Il y a les remises en question de décision, mais également les remises en question d'équipe, à faire toutes les 2 semaines, sur la dynamique de l'équipe, comment ça marche, ce qui ne marche pas, etc. Pour faire des retours d'équipe, très simple, hein, demandez-leur. Pour faire une bonne remise en question, voici 3 questions à vous poser. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ma façon de communiquer? Vous êtes manager, vous devez communiquer correctement. Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? On ne se flagelle pas, on analyse, on reste neutre. Et une fois que vous avez identifié le problème, vous vous adaptez. Montrez à votre équipe que vous savez évoluer, que vous savez changer, que vous savez vous adapter. Vous allez sûrement leur demander la lune. Faites de même. Une équipe préfère un chef qui progresse à un chef qui stagne. Toute la remise en question que je viens d'évoquer, c'est d'abord un travail personnel. Vous n'êtes pas obligé de communiquer tout de suite avec votre équipe et vous pouvez faire juste des ponctions de questions avec votre équipe. Parfois, sur certaines équipes, montrer trop de vulnérabilité va vous desservir. Donc en fonction de votre équipe, vous vous adaptez. Une des dernières compétences à avoir en management est évidemment le courage managérial, avec vos collègues comme avec votre chef. Le courage en management, c'est pas crier plus fort et avoir les plus gros bras. C'est avoir le courage de se détacher de vos opinions personnelles pour suivre un nombre de valeurs non négociables, telles que l'intégrité, la justice, le fait de prendre ses responsabilités, la logique. C'est le courage de dire non à son équipe quand c'est nécessaire, mais également à ses boss. Alors pourquoi le courage managérial est super important? Parce que naturellement, les gens, les collègues, ne suivent pas les managers qui ont des chouchous, qui sont vindicatifs, qui changent d'avis en permanence, qui sont des lèche-bottes, et qui lâchent pas de lest de temps en temps. Bref, qui pensent d'abord à eux et à leur promotion plutôt qu'à la carrière des collègues. Si vous êtes comme ça et que pour le moment vous êtes protégé de la hiérarchie, sachez une chose, ça ne durera pas. Car votre équipe, tôt ou tard, va décider de vous exclure ou de ne même plus suivre vos directives. Et dans ce cas-là, que vont faire les boss au lieu de vous protéger? Ils vont se féliciter d'avoir évincé le problème. Vous. Des mauvais managers, il y en a à la pelle. Des vrais bons managers, il y en a très peu. Je peux vous assurer qu'en quelques années d'armée et tous les reportages que j'ai effectués, plus toutes les personnes que j'ai rencontrées, à peu près 4000, j'ai rencontré 4 vrais bons chefs. Ceux qu'on voit et qu'on se dit, ok, lui je le suis. C'est très rare, je discrédite pas les autres, c'est juste que des personnes comme ça, c'est tellement exceptionnel et quand vous avez l'occasion de pouvoir en rencontrer, vous ne pouvez que les prendre comme exemple. Et la qualité qu'ils avaient tous en commun, c'était ce courage managérial. Alors c'est bien gentil, mais le courage managérial, ça se manifeste comment? Dans le premier temps, c'est avoir plaisir à manager une équipe. Si vous aimez votre métier, ça devrait nettement mieux se passer. Dire non quand il faut dire non, même si ça déplaît à votre équipe et à votre boss, mais toujours avec les formes. Ensuite, vous vous devez de défendre votre équipe bec et ongle, surtout quand elle a raison, devant la direction. Ensuite, vous devez reconnaître vos erreurs publiquement avec votre équipe et prendre vos responsabilités. On en a déjà parlé plus tôt. Savoir prendre des décisions impopulaires si elles sont logiques et justes. Et enfin, toujours dire la vérité même si elle fait mal à entendre. J'ai vu des chefs militaires prendre des décisions qui ne favorisaient pas leur carrière mais qui protégeaient leurs hommes. Et ça, c'est du vrai courage managérial. Tôt ou tard, ça a payé pour eux. Vous êtes peut-être pas en zone de guerre, mais le principe reste le même. Parfois, il faut juste avoir le courage de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Et ce, même si ça vous coûte. Une équipe, elle sait reconnaître un chef qui a des valeurs et qui s'y tient. Même s'ils sont pas toujours d'accord avec vous, ils vous respecteront parce que vous êtes cohérent et intègre dans vos décisions. Et c'est ça qui fait la différence entre les leaders d'exception et les mauvais managers. Maintenant, petit aparté pour les CEO et les chefs d'entreprise. Vous avez le devoir d'analyser le comportement de vos managers. Vous avez le devoir de retirer les managers toxiques. C'est bien gentil de vouloir des gens qui vous ressemblent, qui vous lèchent les bottes. Le problème, c'est que ces mecs-là, ils vous cachent les problèmes, et si vous aimez votre business, vous prendrez les décisions associées. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes avec vos managers depuis un peu trop longtemps, c'est peut-être qu'il va falloir creuser. Et pour ça, vous avez juste à redescendre les échelons, à demander à vos équipes ce qui se passe réellement, et là vous aurez une réponse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur les 8 compétences que tous les managers d'exception doivent avoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines. Et si vous êtes un manager, une personne qui veut devenir manager ou une entreprise, tous les contacts sont en bas dans la description. C'était Camille, à plus.